Ce petit mécanisme rétrécit quand vous essayez de l'étirer. Vous essayez de le tirer et tout d'un coup, il vous repousse. C'est tellement bizarre, non? Le voici dans des conditions contrôlées. Il y a une tasse suspendue au mécanisme, mais regardez ce qui se passe quand vous y ajoutez de l'eau. Tout à coup, la tasse s'élève brusquement. La hauteur qu'elle atteint est minuscule, mais la physique derrière ça est tellement contre-intuitive que personne ne pensait que c'était possible. On dirait que ça viole les lois de la physique. C'est pour ça que c'est amusant. Le paradoxe qui contrôle ce mécanisme régit tout, des systèmes mécaniques aux chaînes alimentaires, des embouteillages aux réseaux électriques. Et pour le comprendre, il suffit de poser une question simple. Que va-t-il arriver à ce poids si vous coupez la corde verte? Où va-t-il finir? Va-t-il monter, descendre ou rester au même endroit? Je peux toucher? Oui, tu peux essayer. Rien. Tu ne penses pas que quelque chose va se passer? Au même endroit. Le poste va être juste là. Comme s'il allait s'envoler ou quoi? Non, pas trop, mais probablement il va aller de ce côté. Si tu coupes la corde verte, ça va descendre. Ça va descendre. Ça va descendre. Ça tombe. Ça va tomber dessus. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est qu'aussitôt que tu coupes ça, le poids va tomber. J'imagine que le poids finit plus bas qu'au départ. Voici un regard plus précis sur la configuration. Tu as un ressort suspendu à un crochet en haut. Puis, via cette corde verte, il est relié à un autre ressort qui porte ce poids en dessous. Il y a aussi 2 cordes supplémentaires ici. Donc, la rouge et la noire sont lâches. Elles ne sont pas sous tension. Donc, elles ne portent aucun poids. Que va-t-il se passer si tu coupes la corde verte? Tu peux mettre la vidéo en pause ici et essayer de deviner par toi-même. Attends, quoi? Le voici au ralenti. Donc même si les cordes de ce côté étaient lâches et qu'on a coupé la seule corde sous tension, le poids est quand même monté. Ok, donc si tu n'es pas convaincu que couper la corde verte fait vraiment monter le poids, voici une version géante de l'expérience. Donc la corde noire et rouge sont toujours très lâches et tout est maintenu juste par ce petit morceau de corde verte ici. Voyons ce qui se passe maintenant. Ok, prêt? Ok, 3, 2, 1. C'était vraiment fou. C'était vraiment bien, non? Je n'y crois toujours pas en regardant. Ok, alors pourquoi ça arrive vraiment? Parce que les ressorts se contractent et tirent simplement ensemble. Peut-être que la tension dans, cette partie a changé. Ça libère la tension dans les ressorts et ça ne va que jusqu'à la longueur des cordes. Je pensais que les ressorts étaient calibrés pour le poids, mais ce n'était pas le cas. Regarde ce qui se passe lorsqu'on retire les cordes détendues de l'installation initiale. Il ne reste que ça, une masse suspendue à un ressort, lui-même suspendu à un autre ressort. Ces ressorts sont donc connectés en série. Évidemment, quand tu suspends un poids à un ressort, il s'étire comme tu t'y attends. Et la distance à laquelle il s'étire, appelons-la x, est proportionnelle à la force exercée par le poids. C'est la loi de Hooke. Mais si tu ajoutes un autre ressort en série, maintenant les 2 ressorts s'étirent à peu près de la même quantité, x, parce que les 2 ressentent la même force du poids qui tire en dessous. Dans le cas de ressorts idéaux sans masse, tu obtiendrais exactement 2 fois x de déplacement. Maintenant, il y a une autre façon de connecter ces 2 ressorts au poids, c'est en parallèle. De cette façon, les 2 ressorts sont indépendamment reliés au crochet, au-dessus et au poids. Donc, chaque ressort ne supporte que la moitié du poids de la masse en dessous, ce qui explique pourquoi les 2 ressorts ne s'étendent que de moitié, ou x divisé par 2. Si vous regardez la configuration juste après la coupure de la corde verte, vous remarquerez que c'est exactement ainsi que les ressorts sont disposés. Donc la corde rouge relie le ressort inférieur directement au crochet au-dessus, et la corde noire relie le ressort supérieur au poids. Donc ces ressorts sont en parallèle. En coupant la corde verte, vous forcez en réalité les ressorts à passer d'une configuration en série à une configuration en parallèle, et ce changement cause la contraction. Lorsque vous coupez la corde, chaque ressort ne s'étire que d'environ la moitié de sa longueur initiale, ce qui explique pourquoi vous pouvez ajouter autant de mou sur ces cordes noires et rouges, donnant ainsi l'impression que le poids va tomber. Quand vous coupez la corde, vous passez de la série au parallèle et cela vous pousse vers le haut. Les cordes lâchent. C'est là que je peux tricher et c'est le point trompeur. La clé pour comprendre ce paradoxe tient à la longueur des cordes lâches. Chacune doit être plus longue que la longueur d'un des ressorts en série plus la corde verte. C'est ça qui ajoute le mou. Mais elles ne peuvent pas être beaucoup plus longues que cela, car trop de mou annulerait la contraction obtenue entre série et parallèle, et le poids tomberait quand même.
Vous pourriez penser que ce paradoxe ne fonctionne vraiment qu'avec les ressorts dans cette démonstration, mais la première fois qu'il a été découvert, c'était à cause de son influence sur les gens. En avril 1990, New York se préparait pour sa 20e journée annuelle de la Terre. Cela allait être la plus grande célébration de l'environnement à Manhattan à ce jour. Arrêtez la guerre contre la Terre! Ce jour-là, Central Park était transformé en un immense terrain de festival, avec près d'1 million de personnes venues voir une programmation chargée, incluant Hall & Oates et les B-52. Mais le coup d'éclat le plus audacieux de la journée fut d'interdire la circulation sur certaines des rues les plus importantes de New York, notamment la 42e rue, une des rues les plus fréquentées de Manhattan. Elle s'étend d'une rivière à l'autre, reliant Times Square à Grand Central Station, et elle est presque toujours embouteillée avec une circulation lente. La seule rue à 1 heure de la 42e rue, c'est la 43e rue. Et peut-être sans surprise, les gens étaient vraiment contre cette idée, insistant sur le fait qu'une fermeture de seulement 6 heures de la 42e rue serait une catastrophe. Comme l'a dit le commissaire du département des transports de New York, il n'était pas nécessaire d'être un génie ou de disposer d'un modèle informatique sophistiqué pour comprendre que cela pouvait poser un problème majeur. Mais la ville a quand même poursuivi, et aucune voiture n'a été autorisée sur la 42e rue ce jour-là. À la surprise générale, le trafic dans la zone environnante s'est en fait amélioré. Le nombre de voitures a été réduit de 20%, les témoins affirmant que toute la zone ressemblait à une ville fantôme comparée à son état habituel. Mais un homme n'était pas surpris par ce résultat. En fait, il l'avait prédit plus de 20 ans auparavant. Il s'appelait Dietrich Bress, un mathématicien allemand. Et en 1968, Bress étudiait les réseaux routiers. Dans le cadre de ses recherches, il imaginait un scénario où des conducteurs d'un côté d'une ville fictive essayaient d'atteindre l'autre côté. Mais il n'y avait que 2 routes possibles que les conducteurs pouvaient prendre. La première commence par une large autoroute qui vous fait traverser la moitié de la ville. La route est si large que, peu importe le nombre de voitures, cette partie du trajet prend toujours 25 minutes. La seconde moitié de cet itinéraire se transforme en une rue étroite de la ville, et le temps nécessaire pour la parcourir dépend du nombre de voitures qui s'y trouvent. Pour chaque centaine de voitures, le temps pour traverser augmente d'1 minute. Ainsi, 100 voitures prendront 1 minute, 200 voitures prendront 2 minutes, et ainsi de suite. La deuxième route à travers la ville commence par une rue étroite similaire dont le temps dépend du nombre de voitures. Elle vous fait traverser la moitié de la ville, puis devient une autre portion d'autoroute de 25 minutes où le temps de trajet ne dépend pas du trafic. Alors, quelle route prendriez-vous pour traverser la ville ? Eh bien, vous pouvez voir que les routes sont identiques mais inversées, donc ça n'a pas vraiment d'importance. Comme il ne s'agit que d'un modèle mathématique, les 2 options vous y mèneront en même temps. Disons qu'il y a 2000 conducteurs essayant de traverser la ville. La moitié des voitures prendraient la première route, l'autre moitié la deuxième. Et puisqu'il y a maintenant 1000 voitures sur chaque rue étroite, le temps de trajet sur ces segments augmente à 10 minutes. Donc le temps total sur les 2 routes est de 10 minutes pour la rue étroite, plus 25 minutes pour l'autoroute, soit un total de 35 minutes, quel que soit le trajet. Mais maintenant, disons que la ville décide de connecter ces 2 routes à mi-chemin avec un petit tronçon d'autoroute pour donner plus d'options aux conducteurs. Ce tronçon ne prend qu'1 minute pour être traversé. Alors, quelle route utiliseriez-vous maintenant pour traverser la ville ? Eh bien, en tant que conducteur individuel, vous devriez simplement aller tout droit. Cela vous prendra 10 minutes pour traverser la première rue étroite, 1 minute sur la nouvelle route de liaison et encore 10 minutes pour la deuxième rue. Votre temps de trajet total ne serait donc plus que de 21 minutes contre 35 minutes pour tous les autres empruntant les routes 1 et 2. Ok, super. Donc vous minimisez votre propre temps, et c'est tout, non ? Eh bien, pas vraiment. Vous voyez, les conducteurs comme vous sont égoïstes et tout le monde veut le temps de trajet le plus court possible, ce qui signifie que tout le monde commence à se ruer sur les rues étroites de la ville. À mesure que les conducteurs empruntent ce nouveau raccourci, les rues étroites deviennent de plus en plus congestionnées, rendant la route de plus en plus lente. Mais cela dégrade aussi les routes originales, car le temps pour traverser les segments de rue continue d'augmenter pour chaque conducteur. Alors tout le monde décide de prendre le raccourci, et maintenant les 2000 voitures empruntent les rues étroites. Maintenant, le temps pour traverser chaque rue passe à 20 minutes. Donc le temps total de trajet pour tout le monde augmente à 41 minutes, contre 35 minutes avant la construction de la nouvelle route. Donc le trafic s'est en fait aggravé pour tout le monde. Pour régler ça, les conducteurs pourraient simplement revenir à leurs routes originales, non ? Eh bien, qui sera le premier à revenir en arrière ?
Si un seul conducteur revient sur la route, un ou deux, son temps de trajet sera de 25 minutes sur l'autoroute, plus 20 minutes sur les rues étroites, désormais congestionnées. Soit 45 minutes au total, ce qui est encore pire que les rues congestionnées actuelles. Donc aucun conducteur ne voudrait jamais revenir à la route originale. Et comme les humains sont humains, ce n'est pas comme si on pouvait tous simplement décider d'ignorer cette nouvelle route. Donc même si chaque conducteur prenait une décision rationnelle pour minimiser son propre temps de trajet en utilisant juste les rues étroites, collectivement, cela a empiré la situation pour tout le monde et il n'y a pas de solution. Mais si la ville détruisait cette nouvelle route de liaison, le temps de trajet de tout le monde tomberait de 41 minutes à 35 minutes initiales sur les routes 1 et 2. Donc supprimer la route améliorerait en fait le trafic. C'est un peu comme couper la corde verte d'avant. C'est parce que ces deux cas sont des exemples du même paradoxe. Les ressorts sont comme les rues étroites. Plus vous ajoutez de poids ou de voitures, plus ils s'allongent. Et les cordes sont comme les autoroutes. Peu importe le poids qu'on y met, elles ne changent pas. À moins que vous ne sachiez pas comment les attacher correctement. Mon Dieu. C'est le paradoxe que Dietrich Bress a découvert en 1968. On l'appelle maintenant le paradoxe de Bress, et c'est la raison pour laquelle la circulation à New York s'est améliorée après la fermeture de la 42e rue le jour de la Terre. Bien sûr, vous auriez raison de penser que le trafic a diminué ce jour-là simplement parce que les gens ont décidé de marcher ou de faire du vélo. Mais il s'avère que des mathématiciens ont modélisé toute la ville en 2008 et ils ont trouvé 12 routes redondantes qu'on pourrait supprimer pour réduire le trafic. Et ce n'est pas qu'à New York. Le paradoxe est apparu à Boston, Londres, Séoul. En fait, si vous ajoutez une route au hasard dans presque n'importe quelle ville, vous avez autant de chances d'améliorer le trafic que de l'aggraver. Mais il n'y a rien de spécial dans le flux des voitures. Supposons maintenant que vous vouliez envoyer de l'électricité d'une station à une autre. Vous regardez alors le flux d'électrons dans un réseau électrique. Et comme avant, vous pourriez essayer d'améliorer le réseau en augmentant la capacité des lignes existantes ou en ajoutant de nouvelles lignes. Mais cela peut en fait déstabiliser le réseau, voire provoquer une panne de courant. Et pratiquement tout autre réseau, dès que vous envoyez quelque chose d'un point à un autre, peut être affecté par le paradoxe de Bress. Que ce soit une chaîne alimentaire, une blockchain ou même Internet, ajouter des éléments au réseau peut l'empirer. Le paradoxe de Bress ne se produit pas à chaque modification d'un réseau. Il faut un ensemble très spécifique de conditions pour qu'il se produise. Mais si vous pouvez le faire fonctionner de manière constante, vous obtenez ça. Nous sommes ici à l'Institut Amolf, où ils ont en fait découvert comment faire quelque chose qui rétrécit quand vous le tirez. Alors allons voir ça. Il est là? Oui, j'ai fait tous les échantillons. C'est tellement bizarre. Hein? Je suppose qu'on ne s'attend jamais à ce que les choses vous tirent en retour aussi soudainement, parce qu'un élastique, tu l'étires et tu sens qu'il veut te repousser de plus en plus. Mais ici, tu n'es pas prêt pour ça. Oui, la force augmente soudainement, ce qui est une sensation étrange. Il y a quelque chose d'assez humain là-dedans, comme si, quand ça devient difficile, il commençait à te tirer en arrière. Ce qui est spécial dans ce mécanisme, c'est que tout le reste autour de nous fonctionne de manière complètement opposée. Essayez d'appuyer lentement sur une touche de votre clavier pour qu'elle descende doucement en place. Vous ne pouvez pas le faire. Peu importe la lenteur, il y aura toujours un moment où ça cédera brusquement et fera un clic. Il en va de même si vous essayez d'étirer une paille flexible. Vous pouvez la tirer aussi lentement que vous voulez, mais à un moment donné, les articulations individuelles de la paille vont s'étendre soudainement. Interrupteur, lunettes, pattes de sauterelle, tout ça a un point de rupture au-delà duquel ça cède et bascule rapidement dans une autre position. Et cela s'appelle, le claquement. Voici ce que ça donne sur un graphique force-déplacement. Comme prévu, plus vous appliquez de force, plus le matériau se plie ou se déplace. Mais finalement, vous atteignez un point de bascule. Au-delà, la force nécessaire pour plier encore plus diminue en réalité. Donc si vous appliquez une force supérieure à ce pic, le déplacement doit passer rapidement à la valeur correspondante suivante, de l'autre côté de cette baisse. Et par conséquent, vous obtenez un énorme déplacement pour cette petite augmentation de force. C'est ce qui crée le claquement soudain. C'est très intuitif. Je veux dire, vous l'avez tous expérimenté, du moins si vous êtes aux Pays-Bas, avec votre parapluie. Un coup de vent souffle sous votre parapluie, il se retourne. Vous dépassez une sorte de pic d'énergie ou de force et ça claque soudainement et devient généralement plus souple.
Et c'est ainsi que tout claque. Avant l'apparition de ce mécanisme, tout avait tendance à céder dans le sens de la force appliquée, jusqu'à ce que celui-ci fasse exactement l'inverse d'une rupture. Appelez ça une contre-rupture. Imaginez que ce coup de vent souffle sous votre parapluie, mais au lieu qu'il se retourne, votre parapluie se referme soudainement. Ou que vous essayez de tirer une paille et que ses articulations se contractent soudainement. Le vent pousse sur mon parapluie, mais au lieu qu'il se retourne, il se pousserait contre le vent pour se refermer. Mais on dirait que ça viole les lois de la physique. C'est juste tellement contre-intuitif que le déplacement soit dans l'autre sens. Oui, c'est pour ça que c'est amusant. Alors comment ça marche ? Eh bien, le mécanisme est construit à partir de 3 composants différents, et chacun, pris séparément, s'étire normalement quand on essaie de l'étirer. Pris individuellement, ils se comportent comme des ressorts au sens où ils s'allongent quand on les tire. Mais une fois combinés, ils rétrécissent soudainement. Exactement. Si vous dessinez le système comme un ensemble de ressorts, ça ressemble à ça. Les composants longs et fins représentent les 2 ressorts sur les côtés. Mais ils ne ressemblent pas du tout à des ressorts. Vous pouvez facilement les tirer jusqu'à ce qu'ils deviennent soudain très rigides. Pendant ce temps, ces pièces représentent les ressorts du haut et du bas qui sont beaucoup plus souples. Plus vous les tirez, plus ils tirent en retour. Et enfin, la pièce centrale, qui ressemble beaucoup à la précédente, mais la tirer donne une sensation de claquement. En fait, on peut même l'entendre claquer. Mettez-les tous ensemble et vous obtenez le mécanisme. Si vous les tirez lentement, vous verrez la tension monter dans les 3 pièces centrales, tandis que les côtés restent surtout détendus. Mais si vous continuez à tirer, la pièce centrale claque soudainement et transfère la majorité de sa tension aux ressorts latéraux. Cela fait que le système se raidit et rétrécit. Si vous lâchez maintenant, le système revient à son état initial. Le mécanisme peut donc basculer entre un ensemble de ressorts en série et un en parallèle. C'est un cas réversible du paradoxe de Bress. Le réseau est fondamentalement le même que le paradoxe de Bress. Oui. Donc la façon dont ils sont connectés, la topologie de la connexion est exactement la même. Le graphique force-déplacement que vous obtenez pour le mécanisme fait une boucle avec 2 courbes distinctes. Une pour le système en série et l'autre pour le système en parallèle. Et cela conduit à des propriétés assez remarquables. Si vous contrôlez lentement la force d'étirement en ajoutant de l'eau dans une tasse placée sous le mécanisme, celui-ci commence par s'affaisser légèrement, comme on pourrait s'y attendre. Mais lorsque vous atteignez le point de bascule à l'extrémité de cette courbe, le déplacement doit soudainement diminuer pour continuer à suivre la force selon le graphique, et c'est ce saut en arrière qui explique pourquoi le mécanisme se contracte. Maintenant, vous pouvez aussi contrôler le déplacement au lieu de la force, et mesurer la force nécessaire pour étirer le mécanisme à n'importe quel point. Cette fois, lorsque vous atteignez le point critique, c'est la force qui doit suivre le déplacement sur le graphe. Vous obtenez donc un saut soudain de la force montrant que le matériau s'est rigidifié. Ce petit saut de force suffit à le faire vous échapper des mains, si vous voulez un exemple. Je veux dire, même si tu dis que c'est un petit saut, c'est comme si c'était probablement la seule chose sur Terre à faire ça. Oui, à notre connaissance, ce genre de saut de force n'a jamais été signalé auparavant. Oui, c'est assez dingue. Alors, à quoi sert réellement la contre-rupture ? Eh bien, remarquez qu'il existe une force pour laquelle les courbes série et parallèles du système se chevauchent, ce qui signifie qu'à cette force, le mécanisme aura en fait la même longueur dans les 2 états. Donc, si vous exercez cette force exacte sur la structure en y suspendant par exemple un poids, vous pouvez basculer entre les 2 états en donnant un petit coup au mécanisme. Et bien que cela change si les ressorts sont en série ou en parallèle, cela ne changera pas la longueur réelle du système. Vous pouvez donc changer la rigidité sans changer la longueur. Maintenant, regardez ce qui se passe si vous donnez un petit coup au mécanisme dans son état original en série. Si tu le touches, c'est en fait une manière de mesurer la fréquence naturelle. Oh ouais. Quand le mécanisme est en série, la fréquence naturelle est de 3,7 Hz. Mais si vous passez en configuration parallèle, la fréquence naturelle augmente à 6,4 Hz. On change et on regarde la fréquence naturelle maintenant. On voit qu'elle est beaucoup plus élevée. Ce qui est unique ici, c'est que vous pouvez presque doubler la fréquence naturelle du matériau sans changer sa longueur. Je vais bouger très légèrement le bras du robot, juste de haut en bas. Oui, d'accord. Et je mets une fréquence de 3,5 Hz, donc c'est proche de la fréquence naturelle de ce système. Ça va mettre la structure en résonance. Mais une fois que les vibrations deviennent suffisamment fortes, le mécanisme va en fait changer d'état tout seul, modifier sa fréquence naturelle et ainsi réduire les vibrations.
Ça devient de plus en plus dur, puis ça bloque. Oui. Oui, c'est cool. Ça marche aussi dans l'autre sens. Si tu fais vibrer la main robotique à 6,4 Hz, le mécanisme reviendra rapidement à son état initial et minimisera les vibrations. C'est intéressant la façon dont tu dis qu'on déplace le point où la résonance se produit et que c'est ça qui empêche les vibrations excessives. Oui. Intéressant, ouais. D'autres structures de claquement pourraient également changer lors de la résonance. Mais le problème est qu'une fois qu'elles basculent, elles sont beaucoup plus allongées, beaucoup plus contractées, donc elles ne fourniraient pas la même fonction. Vous pourriez utiliser cet effet pour empêcher les structures de vibrer ou d'atteindre la résonance. Est-ce que ce serait plus facile d'installer un système comme ça où vous déplacez réellement la résonance au lieu d'un gros amortisseur de masse accordée ou quelque chose comme ça? Oui, je pense que cette solution est encore très complexe. C'est un design très compliqué, mais je pense que le principe pourrait être utilisé. Je sais que c'est encore très tôt, mais je suis vraiment excité de le voir apparaître quelque part. Oui. Dans quelques années ou décennies. C'est plus une question de concept et de montrer ce que ça peut faire. Nous allons essayer de voir si nous pouvons peut-être créer une contre-rupture avec différents types de variables. Ça va être comme un ballon qui se dégonfle quand tu le gonfles? Ah, d'accord. Tu augmentes la pression et le volume diminue. Attends, vraiment? C'est fou. Ce serait similaire, mais nous n'y sommes pas encore. On verra si. C'est trop cool. En principe, c'est faisable.